c'est souvent le cas. Voilà, et donc je suis Olivier Gelabert, j'ai le plaisir d'animer depuis un an aujourd'hui, puisque nous sommes le 15 avril 2016, et donc ça fait un an que nous avons lancé la nouvelle collection Glénat Comics, qu'on appelle affectueusement 2.0, et avec un certain nombre de paramètres, de composantes, de définitions, d'un univers qui n'est pas un univers cohérent comme pourrait l'être l'univers Marvel ou DC, mais qui est un label éditorial qui a un ADN particulier. Donc je voulais vous présenter quelques composantes principales. Donc je ne sais pas si je vais bien faire la présentation, on va voir si j'y arrive. Donc c'est pas cette touche-là. Est-ce que c'est celle-là? Voilà. Donc Glénat Comics, c'est quoi? En fait, Glénat, c'est un éditeur de bande dessinée, un groupe éditorial de bande dessinée depuis plus d'une quarantaine d'années, et qui a été un petit peu pionnier des comics dans les années 80, avec notamment un illustre prédécesseur qui s'appelait Ferchit Baroucha. Mais le marché n'était pas en librairie à l'époque, ce qui a changé aujourd'hui. Et le positionnement que nous avons, c'est un positionnement qui est très next generation, en fait. C'est-à-dire que nous nous intéressons aux nouvelles tendances du comics américain, les auteurs qui sont des auteurs émergents et des auteurs confirmés, des stars d'aujourd'hui et de demain. Et on a vraiment, et ça fait partie de la culture d'une maison d'édition française, un ADN lié au Creator Owned, qui est c'est 5 € l'entrée, hein, messieurs, dames. Non, ça va pas. Et donc, le Creator Owned, c'est un versant de création originale qui n'est pas récent, mais qui depuis quelques années, on va dire moins de 5 ans, connaît une forte croissance aux États-Unis, et en particulier chez un éditeur qui s'appelle Image, que vous connaissez, j'imagine. Et beaucoup d'auteurs phares des maisons d'édition Marvel ou DC créent aujourd'hui leurs propres univers. Jean-David, je vais peut-être te passer un petit peu la parole, que tu nous expliques ce que c'est justement que le Creator Owned et comment tu le perçois toi en particulier en tant qu'auteur de bande dessinée et conseiller artistique et éditorial pour le label Glénat Comics. En fait, j'ai peu de choses à en dire. Je pense que les Américains, ils font enfin ce que nous on fait depuis longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont le droit enfin de créer leur propre personnage ou de le refaire, parce que j'imagine que, je pense que dans les années 50, etc., ils faisaient plus de genres, de western, etc. Après, comme vous le savez, ça s'était vachement focalisé sur les super-héros, et puis maintenant, ils ont la chance de pouvoir revenir à faire de la science-fiction, de l'heroic fantasy ou toutes sortes de choses comme ça que nous, finalement, on fait depuis longtemps. Je trouve qu'en France, la différence, c'est qu'on a tendance un peu à ronronner sur ces thèmes-là, alors comme les grands scénaristes américains de comics, ils sont finalement nouveaux dans la chose. En fait, je pense qu'ils ont un ton plus sarcastique, un peu plus virulent, et aujourd'hui, finalement, un peu plus d'actualité, plus intéressant, en général, que ce qu'on fait dans la bande dessinée. Et je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment nouveau, d'autant qu'ils sont évidemment aussi très vite courtisés par Hollywood et les séries télé et les producteurs de cinéma. Donc ça leur fait une ouverture énorme que nous, ici, finalement, on n'a pas. Et d'ailleurs, on parlait de politique d'auteur. On a réellement une politique d'auteur, puisque là, je vous ai mis les noms des auteurs principaux que nous avons publiés. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Les auteurs que nous avons publiés la première année, en 2015, donc l'an dernier maintenant, puisque nous sommes en 2016. Donc entre avril 2015 et novembre 2015, on a sorti une vingtaine de titres que vous avez vu sur la slide précédente, avec ces auteurs, Geoff Darrow, Fraction, Kelly Sue DeConnick et Marios, et Alberto Albuquerque, qui est présent sur le stand, le dessinateur de Lettre 44, Victor Santos, également présent sur le stand, qui lui est l'auteur de 2 séries sorties en 2015, enfin 2 albums, Furious d'un côté, Black Market de l'autre, et également un album que nous avons publié en janvier qui s'appelle Polar, un petit format à l'italienne, une histoire assez sanglante et qui est je dirais une bonne illustration de ce qu'on est capable de faire aussi chez Glénat Comics, c'est-à-dire de prendre un format adapté à l'œuvre. Bon là on ne s'est pas fatigué, c'était le format original. Hein. Donc voilà, une politique d'auteur. Là vous avez la magnifique ouverture que Elsa Chartier nous avait faite pour le second tome de The Infinite Loop, que nous avons sorti
dans la foulée du premier en fin d'année dernière. Voilà, donc ce qu'il faut noter et qui est important pour nous, c'est qu'on construit un catalogue autour du travail des auteurs, et c'est une tendance très forte du marché américain actuel. Donc on essaie d'avoir un petit peu une coudée d'avance pour vous proposer des œuvres qui sont déjà des œuvres référentes du marché américain, avec Sex Criminals par exemple de la paire Fraction Zdarsky, Lazarus bien sûr, série qui a un très joli succès pour nous, de Greg Rucka et Michael Lark, d'ailleurs qui va être adaptée en série télé. Pretty Deadly, enfin ces titres qui ont fait notre première année. 2016, Jean-David, on a sorti donc Polar, on vient d'en parler, Victor Santos, présent sur le stand, pas cher, je crois, c'est 0,95 € le bouquin, vous pouvez l'acheter. Je sais plus que tu nous feras une petite avance de fond. Hein. Ouais, vous pouvez aussi le voler, mais vous allez vous faire tabasser. Voilà. Et Evil Empire, donc on a quand même, JD, je pense, un positionnement qui est plus ado-adulte que ado. Déjà, on ne fait pas de super-héros, bien sûr. Nous, on range nos capes et nos collants. Ouais, non, je pense qu'on est vraiment dans le genre. Voilà, dans le genre. Intéressant, mais avec un point de vue nouveau des Américains. Ça faisait, je trouve, quand même un petit peu de temps que les Américains avaient perdu un peu le leadership dans la BD. Ça tourne en général entre le Japon, l'Europe et les États-Unis. En ce moment, c'est clair que c'est chez eux que les choses se passent, évident. Et d'ailleurs, tout le monde va travailler là-bas, donc c'est vraiment la preuve. Finalement, il n'y a pas tant de dessinateurs américains qui travaillent sur nos séries, il n'y a pas d'Espagnols. Il y a énormément de dessinateurs européens en fait, qui travaillent aux US. Bon là, il y a un Italien qui fait Golem, c'est un achat droit qui va être vendu aux États-Unis, mais l'auteur de Bunker est un Américain, mais c'est vrai que Victor est espagnol, Alberto de Lector est également espagnol, et Mario Pretty est espagnol également. Il y a aussi beaucoup d'auteurs de tous horizons qui travaillent sur le marché du comics américain. Donc il y a réellement, mais ça c'est la loi de la modernité, le fait que les tendances ont évolué et que les marchés, les frontières tombent avec pas seulement Internet, mais également la culture. Et donc ce qui nous a permis de vous proposer en ce début d'année un certain nombre de nouveautés, comme Roche Limite par exemple, un récit de SF, Graveyard Shift, une histoire d'amour dans un univers un peu vampire, enfin complètement même. Et très bientôt, vous allez voir deux nouvelles séries qui sont des séries qui ont marché assez fortement aux États-Unis. Arrow County, qui est une sorte, je qualifierais ça, une sorte de récit à la Sleepy Hollow, un petit peu, JD. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un récit d'horreur fantastique, ouais. D'horreur fantastique, où une demoiselle va découvrir qu'en fait, elle est l'héritière de pouvoir d'une famille de sorcières, et qui va utiliser ça au travers d'une relation fantastique, en fait, ses pouvoirs pour influer et exercer une vengeance aujourd'hui. Lady Killer, c'est marrant, en fait, c'est un album qui sort bientôt et que je vous invite vraiment à découvrir. C'est une femme au foyer dans l'Amérique des années 50. Donc, si vous connaissez la série Mad Men, je pense que Alain Carazé, ici présent, est une série qu'il doit fort bien connaître. C'est un peu un combo, cette série, entre Betty Draper, la femme du personnage principal, et Hannibal Lecter ou Dexter. C'est-à-dire que ménagère le jour et redoutable tueuse à gages le reste du temps. Voilà, donc ça c'est deux séries qui ont été plébiscitées en 2015. Arrow County, d'ailleurs je crois que Mignola considère que c'est la meilleure série parue cette année-là. Et il y a une série, les droits ont déjà été vendus pour Arrow County à Sci-Fi, il me semble, pour une adaptation en format série télé. Et encore une fois, c'est un scénariste qui monte, c'est Cullen Bunn, je pense, qui est en train de monter beaucoup aux États-Unis et qui, en plus de faire des super-héros, vient faire du genre. Et là, vraiment du genre, c'est de l'horreur fantastique, donc c'est toujours aussi intéressant. D'ailleurs, on reste dans l'horreur avec Nell Bitter. Nell Bitter, c'est pareil, un album apparaît très bientôt, qui est une histoire de policière, un thriller horrifique, où un agent du FBI va devoir faire équipe avec un tueur en série. Donc certains d'entre vous vont, je pense, penser à Hannibal, par exemple. L'analogie est assez forte d'ailleurs, parce qu'on a un petit peu ce même esprit, ce même humour un peu truculent, un peu acide, où le Nell Bitter est en fait un serial killer qui a la particularité de ronger les doigts de ses victimes. Il va faire équipe avec un agent du FBI qui lui est en quête de retrouver son partenaire.
Ragnarok, c'est un auteur mythique, Jean-David, qui a fait Ragnarok. Hein. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Je pense que c'est un des auteurs les plus mythiques des comics américains, il me semble. Voilà, Walter Simonson, qui avait œuvré pendant de très nombreuses années chez Marvel, et en particulier sur Thor, nous livre sa version beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre de Thor, tel qu'il l'imaginait, mais ne l'avait pas fait à l'époque. Oui, il n'avait pas le droit. Ouais. Peut-être qu'il n'avait pas le droit, c'est pas à voir. 2016, on reste dans le registre horreur avec deux récits qui sont assez différents mais qui ont un point commun puisqu'il s'agit des créatures cauchemardesques. D'un côté, on a Robbie Burns. Qui c'est ici qui est Robbie Burns? Est-ce que c'est un nom qui vous parle, Robbie Burns? À part Xavier Nard qui sait tout. Robbie Burns, c'est un poète et un chantre écossais. C'est une figure emblématique de la culture écossaise dont les chants et les contes ont nourri la culture du pays. Même un de ces chants est utilisé pour être l'hymne non officiel. Voilà, donc là, il nous livre une version, les auteurs Gordon Rennie, qui est un auteur écossais, quelle surprise, avec un style graphique de Trevelyan, qui est un jeune auteur qui est très mignola dans l'esprit, nous livre une version un peu rigolote de ce personnage historique en forme de chasseur de sorcières. Gunner, c'est une sorte de lettre d'amour de jeunes auteurs, avec un style très animation, proche d'un Humberto Ramos, sur le cinéma des années 80 à la Goonies, où on a un groupe de gamins qui découvrent que leur famille est liée en fait à une chasse aux sorcières séculaire. Donc ils vont prendre le relais, les deux petits gamins, pour défendre les intérêts de la famille et découvrir qui a assassiné leurs parents. On a le plaisir d'accueillir deux grosses séries en 2016 également, avec Lady Mechanica, qui est très attendue, une production de Joe Benitez et Steigerwald à la couleur. Joe, c'est quelqu'un qui a œuvré beaucoup chez Toko et Image à l'époque, et qui a là, avec Lady Mechanica, un récit steampunk SF, fantastique plutôt, d'ailleurs steampunk fantastique, où cette héroïne au bras mécanique va devoir découvrir l'origine de ses origines et pourquoi elle a ses bras mécaniques. C'est une série extrêmement qualitative et qui a, je crois, probablement touché un public le plus large possible aux États-Unis. Je bafouille un peu, ça doit être le titre suivant qui me fait faire ça, Jean-David. Je crois que tu l'as lu récemment. Oui, je l'avais déjà lu en fait, mais comme c'était en anglais, j'avais rien compris, donc là en le lisant en français, c'était mieux. Donc Rumble de John Arpelli. Ouais, en fait c'est génial, vraiment c'est génial. Donc, mais je peux rien dire d'autre, il faut le lire, c'est vraiment bien, c'est drôle, c'est l'histoire d'un épouvantail avec une âme de démon à l'intérieur qui combat d'autres démons. C'est vraiment du Arcudi fantastique, en même temps un peu drôle. Le dessin est génial de James Aaron, les couleurs sont belles. Arcudi, il a fait du BPRD, publié chez nos confrères de Delcourt, également un album qui s'appelle The Crypt, que Urban a sorti l'an dernier. L'année 2016 marque évidemment la continuation de nos séries, les Thor 44, Sex Criminals, le nouveau tome va bientôt arriver, Lazarus bien sûr, Drifter est sorti tome 2 est sorti en janvier, donc on poursuit notre politique autoriale toute l'année 2016. Et là, je vous propose de découvrir en avant-première des petites nouvelles séries que nous lançons en fin d'année. Enfin, il y a un one-shot, The Empty Man, de justement Cullen Bunn, l'auteur de Arrow County, donc on reste dans notre logique autoriale. Et l'autre, c'est Five Ghosts, une série Image qui est produite par John Barbier, qui est une série qui a été également optionnée pour être une série de télé. Et j'en dis pas plus, je vous laisse teaser un peu, regarder, vous renseigner. Five Ghosts, c'est vraiment une très belle série d'action, une sorte de Tomb Raider qui a des pouvoirs liés à 5 spectres, Five Ghosts, ça tombe bien. Et Empty Man, c'est un vrai polar sanguinaire, comme les aime Cullen Bunn. Une série plutôt rigolote sur des super pouvoirs qui s'appelle Secret Identities, qui sortira en fin d'année. Et puis je vous présente également la couverture américaine de Adrian's Wall, que nous allons lancer en fin d'année, au mois d'octobre, qui est l'œuvre d'un trio d'auteurs que vous avez découvert récemment à travers la série Cole, qui est sortie, et donc Kylie Higgins, Alex Eagle et Rod Reese. Une série de SF
assez sublimement dessinée. Et on vous proposera d'ailleurs de la découvrir en avant-première dans le prochain numéro du Free Comic Book Day, qui sort pour le samedi 7 mai, vous savez, cette opération, chez tous les libraires qui participent, de vous offrir à titre gratuit un comics de chacun des éditeurs participant à l'opération. Et nous avons choisi pour cette édition de faire une particularité qui est liée souvent au marché américain, c'est de faire 2 couvertures. Donc c'est le même contenu, on a 2 couvertures distribuées alternativement. Une avec Lady Mechanica que nous proposons donc en avant-première le premier chapitre, et pareil pour Adrian's Wall. Donc voilà, donc je vous invite à vous rendre dans votre librairie spécialisée préférée le samedi 7 mai. Vous aurez un comics gratuit de Glénat où il y a du Adrian's Wall dedans et du Lady Mechanica. Ça vous donnera l'occasion de découvrir ces belles séries. Je voudrais bien proposer à Pierre-Victoria Jacquemart de venir se joindre à nous pour parler de ce qu'on aime bien affectueusement appeler Girl Power, qui est un hashtag qu'on retrouve de plus en plus maintenant sur la sphère web. Malheureusement, Pia est prise dans un embouteillage, donc je ne sais pas quand elle va arriver. En attendant, je voulais aussi vous présenter Louise de la Maison, qui est actuellement en train de tweeter et d'envoyer sur les réseaux sociaux le compte-rendu de cette conférence, donc j'ai très peur de ce qui va s'en suivre. On est même en direct. On est même en direct, donc salut maman, je sais que tu ne me regardes pas, mais je pense fort à toi. Donc Girl Power, c'est le moment de penser à sa maman. Qu'est-ce que c'est? Girl Power, c'est un symbole d'une tendance très forte du marché américain, du marché du comics, qu'on retrouve déjà en France, qu'on retrouve de plus en plus en France, et qui s'illustre par une forte augmentation du lectorat féminin, qui lise de plus en plus de comics. Peut-être un retour du lectorat féminin, peut-être qui a disparu pendant 20-30 ans et qui est en train de revenir enfin, quoi. Et tu as raison. Et on ne parle pas de bande dessinée girly, on parle de personnages qui pourraient être des hommes, mais qui sont simplement des femmes, et qui vont peut-être permettre à plus de lectrices de s'identifier. Ça, les Américains l'ont bien compris. Les Frenchies aussi, parce que Elsa Chartier et Pierre Collinet, les auteurs de The Infinite Loop, l'avaient déjà fait au travers de leur album, qui est un pamphlet, une très jolie histoire d'amour entre 2 femmes. Donc c'est un pamphlet en plus LGBT, qui a eu un accueil extrêmement favorable en France, et qui montre une tendance assez forte et une nouvelle orientation des éditeurs américains, qui mettent en avant par exemple Thor en version féminine pour Marvel, ou de plus en plus de Harley Quinn chez DC. Et ces auteurs sont souvent des femmes, comme Kelly Sue DeConnick, qui est l'auteur de Beach Planet, donc un titre que nous sortons au début du mois de mai, le 4 mai. Et c'est pour nous une illustration d'un public qui est de plus en plus présent, un public qui est de plus en plus motivé, et qui est un public qui va se diriger vers des versions qui sont plus des romans graphiques que des histoires de super-héros sériels. Et on a, je dirais, un positionnement chez Glénat Comics très lié à ce lectorat. Parce que 40 à 45% de lectrices aux États-Unis, on imagine que ça va donner aussi beaucoup de lectrices sur le marché français. Et moi j'ai une fille de 20 ans qui est à fond dans les comics, ça fait du cosplay, ça va d'ailleurs à Paris Comic Expo. Et il y a énormément de demoiselles qui lisent du comics aujourd'hui, et ça c'est très rassurant pour moi. Et c'était pas le cas à mon époque, ce qui fait que moi j'avais du mal à draguer, et que des mecs. Et bon, ça aurait pu m'intéresser, mais c'était pas le cas. Mais voilà, donc je pense qu'il faut garder un œil attentif, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, parce que ce ne sont pas des bandes dessinées réservées au public féminin, mais c'est des récits engagés qui plaisent aux femmes et aux hommes. Voilà. Comme je ne sais pas, Lionel, je compte sur toi pour nous donner le tempo du timing. Je sais qu'on a 1 heure, on a un peu de temps encore. Bon, ça va. Donc,
Voilà, on a d'autres albums que nous avons sortis qui illustrent cette philosophie girl power avec des auteurs qui sont aussi masculins. Lazarus, c'est l'œuvre de Greg Rucka et Michael Lark. Je crois que tu as rencontré Greg, Jean-David. Ouais, il était en forme, il nous a dit qu'il travaillerait plus jamais chez DC et 3 mois après il a signé chez DC Records. Et qu'est-ce qu'il fait chez DC? Il fait Wonder Woman. D'accord. C'est ça. Donc voilà, c'est ça. Encore une fois, Girl Power, c'est pas de la BD girly, c'est de la bande dessinée où des personnages féminins sont des personnages importants, qui ont une histoire, qui ont un contenu, qui ont une dimension, et qui sont au même titre que les personnages masculins, le centre d'intérêt d'un récit, d'une histoire. Et Greg Rucka l'a fait magnifiquement avec Lazarus et même avec Black Magic qui est en ce moment aux États-Unis chez les mecs. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, donc forte tendance, garder l'œil ouvert pour cette révolution du comics. Héloïse, tu voulais peut-être dire quelque chose? Ouais. Voilà, vous assistez en relais en direct au relais. Changement de caméraman. Voilà, c'est de la technologie, c'est super. Ça me permet de reposer un petit peu mon bras. Voilà, donc Héloïse de la Maison, je vais la présenter très rapidement. C'est une demoiselle qui nous a rejoint pour travailler sur différents postes chez Glénat. Elle nous a fait le plaisir de nous faire un joli site internet, puisque c'est son métier. Et également, elle est notre émérite community manager chez Glénat. C'est elle qui poste toutes les news sur Facebook, sur Twitter, donc s'il y a des bêtises de fait, c'est avec elle qu'il faut voir. Également, Héloïse participe à certains ouvrages, à la fois comme traductrice, également comme rédactrice. Et donc, elle a collaboré à Beach Planet. Et Beach Planet, pour moi, c'est comme souvent avec les bons récits de science-fiction, quand on lit le récit, on reconnaît immédiatement notre monde. Et Beach Planet, je suis persuadée que ce livre peut parler à toutes les filles et à toutes les femmes, parce que l'histoire, en fait, on va commencer par là, l'histoire, c'est un monde futuriste dans lequel les femmes et les filles qui sont jugées non conformes sont envoyées en prison sur une autre planète. Et pour être non conforme, il suffit d'avoir trompé son mari, ou bien d'être un peu trop grosse, ou bien de ne pas avoir le physique qui convient à la société imaginée par la scénariste Kelly Sue DeConnick. Donc comme je le disais, je suis sûre et certaine que ce comics parlera à toutes, et aussi à tous, puisque les hommes sont capables de comprendre aussi cette problématique, parce qu'il n'y a pas une femme ici, ou APCE. dans le monde APCE, qui ne s'est pas fait harceler dans la rue, ou qui n'a pas subi des moqueries sur son physique, ou parce qu'elle riait trop fort, ou parce qu'elle ne souriait pas assez, justement. Dans ce que Kelly Sue DeConnick nous dit, il y a forcément quelque chose qui parlera, elle met des éléments partout pour chacune, en fait. Tout le monde peut se reconnaître dans ce comic. C'est ça qui est génial. Tu as d'ailleurs pas mal échangé avec elle, je crois, pendant la réalisation de cette version française. Oui. À noter, les auteurs ont eu la gentillesse de nous faire une couverture exclusive, puisque la couverture de Beach Planet pour Glénat, c'est une création originale. Qu'est-ce que tu peux nous dire vu qu'elle n'est pas là, on peut dire du mal, du travail de Pia Victoria dans cet album, puisqu'il n'y a pas que la bande, on ne propose pas avec ce titre que la bande dessinée. Non, à la fin du titre, il y a tout un dossier. Alors c'est à la fois une traduction du dossier original du paperback américain et des bonus exclusifs, donc rédigés par Pia Victoria Jacquemart. Donc dans les bonus originaux, ce sont des journalistes américaines qui s'expriment sur le sujet, qui parlent, c'est plutôt relatif aux États-Unis. Le travail de Pia, ça a été de faire la même chose pour la France, pour avoir des bonus vraiment qui parlent au public français, qui correspondent à nos références. Elle a fait un dossier sur le féminisme dans la pop culture.
Elle a fait un dossier, une interview exclusive aussi des auteurs. J'en profite d'ailleurs pour signaler que les auteurs, on travaille vraiment avec les auteurs pour Glénat Comics. Tout ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ou sur notre site internet, il y a énormément de contenu exclusif qu'ils ont la gentillesse de nous apporter et c'est vraiment super. Je crois que tu avais demandé d'ailleurs à James Saran de Rumble de te prêter quelques dessins pour animer les réseaux sociaux. Donc si vous voulez voir des superbes dessins de James Saran, qui est vraiment un virtuose, hein, c'est un super dessinateur. C'est super. C'est magnifique. On a l'album, bien sûr j'ai envie que vous l'achetiez, mais je pense que jetez déjà un œil. Rumble sur le stand Glénat, vous allez voir, c'est sublimement dessiné, c'est extrêmement malin. Moi j'adore aussi l'histoire, donc évidemment je vous vends un peu la sauce, mais regardez le travail de cet auteur, je pense que il n'a pas atteint encore son potentiel, c'est quelqu'un de jeune. Et là, il nous a prêté des dessins sublimes qu'il a fait pour une convention américaine. À Portland, c'est la Emerald City Comic Con. Emerald City à Seattle, oui. C'est à Seattle. Ouais. Voilà, donc on travaille vraiment avec les auteurs. Pour Pitch Planet, c'était très important parce que c'est un sujet qui n'est pas anodin. Vous n'êtes pas sans ignorer les polémiques qui ont eu lieu ces derniers mois par rapport à l'absence de femmes dans certaines institutions, au pluriel des institutions. Et donc le moment d'afficher un propos féministe, c'est maintenant. C'est toujours, mais c'est bien d'y aller maintenant. Parce que je crois que les consciences collectives sont en train de réaliser que finalement il y a des choses qui nous paraissaient anodines avant. Je suis passé dans un supermarché où j'ai vu un jouet pour filles rose, le même pour garçons. Le jouet pour garçons il était à 34,99 € et le jouet pour filles le même, 39,99 €. Voilà, donc c'est pas anodin tout ça, et c'est vrai qu'on ne fait pas forcément attention. Moi-même, qu'un cas, c'est pas des choses auxquelles je prêtais forcément attention avant. On travaille aussi avec les auteurs et certains de nos partenaires, comme par exemple French Author Art Club, qui est un éditeur d'affiches et de sérigraphie, qui nous a fait cette magnifique sérigraphie que vous voyez en bas à droite de l'image de Sex Criminals. Donc c'est une création que nous avons fait avec un affichiste français, je pense qu'ils le vendent sur leur stand, et travailler directement avec Chip Zdarsky, le dessinateur de Sex Criminals. Voilà Pierre, justement. Je vous demandais d'applaudir, ça la mettra mal à l'aise. Ah bah bravo! Merci. Je suis désolée. I'm not late, I'm the Batman. Tiens, viens. Voilà. On a parlé de Beach Planet. Bonjour, enchantée. On a parlé de Beach Planet, mais voilà, deux mots, Pia, sur ton expérience. Beach Planet, ça t'évoque quoi? Beach Planet, déjà, c'est. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'œuvre, vous avez déjà tout expliqué. On vient de la présenter. Ouais, super. Beach Planet, moi, je pense que ça va quand même pas mal changer la vision qu'ont, en tout cas, on va dire, un public français, pas forcément connaisseur du comics, en général. J'espère qu'on va vraiment en entendre parler, parce que Kelly Sue Connick, elle est quand même connue pour tout ce qu'elle fait d'un petit peu mainstream, son Captain Marvel, etc. Sur un récit qui est beaucoup plus personnel, un vrai récit d'auteur, on retrouve quand même toutes les forces d'un blockbuster. J'ai eu la chance de l'interviewer longuement, à plusieurs reprises. C'est une vraie œuvre personnelle qui va apporter, je pense, énormément. Et est-ce qu'il faut être forcément une fille pour aimer Beach Planet? Ah bah pas du tout. Alors ce qui va être vraiment intéressant au niveau de Beach Planet, c'est que donc les films d'exploitation, qui est vraiment le genre qui a inspiré Beach Planet, c'est plutôt des films dans lesquels on va avoir des belles femmes ou des femmes qui vont être faites pour le regard masculin, hétérosexuel, où vont vraiment être considérées comme des objets sexuels. Dans Beach Planet, la représentation de la femme, elle est beaucoup plus plurielle, elle est beaucoup plus intéressante. Il va y avoir des corps, des morphologies, des physiques complètement différents. Donc on est quand même dans une œuvre qui ne s'adresse pas à la base, on va dire à l'image du fanboy, etc., qui nous agace nous en tant que fans. On est vraiment loin des productions des Avengers, encore pire des Avengers pour le cinéma. Mais donc non, on peut vraiment être un mec et adorer parce que c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est vraiment couillu dans le sens où il y a une vraie intrigue,
Et puis si vous avez une pop culture qui est un petit peu générale, c'est-à-dire si vous lisez du comics et que vous aimez aussi un petit peu par exemple la culture manga,